Je suis donc aujourd'hui avec Stéphane Rosès. Stéphane Rosès, vous êtes politologue, président du CAP, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, et également avec un habitué de la matinale, Guilain Benessa. Vous êtes docteur en droit et enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de nombreux ouvrages dont On marche sur la tête aux éditions de l'Artilleur. Alors aujourd'hui, si vous êtes tous deux avec nous, c'est d'abord pour évoquer le sujet brûlant du gouvernement Lecornu. Tout s'est passé très vite hier, donc on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Stéphane Rosé, je voudrais commencer par vous. On a attendu pendant 3 semaines quand même qu'un gouvernement se nomme. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça. Qui a été la première, le premier inédit de la séquence actuelle, un tel temps pour constituer un gouvernement. Le second étant, on va en parler, la suspension de sa nomination d'une pièce maîtresse, Bruno Retailleau. Et très bien. Et alors, effectivement, Bruno Retailleau a été, comme vous dites, la pièce maîtresse de ce gouvernement. Mais alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il en fera. Guilain Benessa, évidemment, donc, pour rappeler un petit peu à nos auditeurs, hier matin, il n'y a pas de gouvernement. Et puis, Bruno Retailleau accepte d'entrer au gouvernement. Hier après-midi, le gouvernement est annoncé. Et hier soir, Bruno Retailleau déclare qu'il est contre ce gouvernement. Comment vous expliquez ce déroulé un peu absurde des événements ? Écoutez, au risque de me répéter, je dis la même chose depuis 1 an et demi, et je répète et je signe, je persiste et je signe. Tant que la démission d'Emmanuel Macron n'est pas dans la balance, ça ne sert, le reste n'est que billevesée. Je m'explique. Le problème, il est limpide, c'est que nous jouons à colmater, ou plutôt Emmanuel Macron joue à colmater et à trouver des rustines depuis juin 2024, dans la mesure où il a il a éclaté, il a pourfendu et en même temps il a empoisonné l'esprit des institutions. Alors évidemment, on me répond à chaque fois: l'esprit, on s'en fout, il n'y a que la lettre qui compte. C'est très discutable, mais surtout parce qu'en fait, à ne rien respecter du tout, on voit bien que le bloc se rétrécit à chaque fois. C'est-à-dire, on a eu Barnier quelque temps, on a eu Bayrou qui était finalement l'homme lige d'Emmanuel Macron le plus adéquat. Et en fait, il ne reste plus rien d'autre qu'un rétrécissement sur les mêmes qui étaient déjà là et qui sont encore capables de revenir. Ce qui veut dire qu'hier, ce qui s'est produit est exactement ce qui devait se produire, c'est-à-dire qu'on s'attendait à de la fumée blanche pour avoir un grand changement, mais il ne peut plus y en avoir parce que le rétrécissement est tel qu'il reste simplement les têtes qui étaient déjà là et qui sont reconduites. Ce qui veut dire que, à mon avis, le paradoxe de la journée d'hier, c'est qu'elle était censée conclure, Stéphane Rosès disait à l'instant, une séquence qui dure depuis maintenant 3 semaines à peu près, et en fait, on ne peut pas la conclure, cette séquence, puisqu'en réalité, en dehors des mêmes qui reviennent, Emmanuel Macron n'a pas grand-chose à sortir de son chapeau. Ce qui veut dire qu'on attend un peu pour rien et qu'on se retrouve avec les mêmes. Et à mon avis, ce qui se passe avec Bruno Retailleau, c'est très simple, c'est qu'il a compris que le coup de balai pouvait toucher tout le monde et que lui-même, qui était censé être une pièce maîtresse, se retrouve quelque peu à bord du Titanic. Donc, forcément, c'est bien d'être là, mais quand on se rend compte qu'on joue les utilités d'un gouvernement fantoche et d'un président fantôme, je pense que très honnêtement, pour sa propre survie politique, je ne sais pas s'il a intérêt à poursuivre le plongeon jusqu'au bout. D'où, à mon avis, les atermoiements, d'où les discussions du jour et d'où potentiellement que Retailleau quitte le gouvernement avant même d'être fondamentalement en place, alors même qu'il était déjà là, évidemment, sous l'empire du gouvernement précédent. Et alors, à ce niveau-là, ce qui est aussi surprenant, et je me tourne vers vous, Stéphane Rosès, c'est que Sébastien Lecornu est nommé en sortie de crise de fin de gouvernement de fin de règne pour François Bayrou. Et malheureusement, ce qui se passe quelques instants après, c'est que Lecornu est nommé sur une idée de dialogue entre les avec les différentes oppositions pour maintenir, malgré un gouvernement qui, comme l'a dit Guilain Benessa, se recycle avec toujours les mêmes visages, au moins sur un accord de projet. Or, les prémices qu'on a pu voir de ce même projet n'engagent, enfin en tout cas ne sont engageantes pour à peu près personne pour le moment. Comment ça se fait ? Ça a été dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes en train de commenter depuis la dissolution la même histoire. Quelle est-elle ?
La clé de voûte des institutions, esprit et lettres, c'est l'élection présidentielle. Or, cette élection présidentielle n'a pas été réellement une élection présidentielle. Une présidentielle, c'est le déploiement d'une dispute politique commune pour tenir le pays dans le lien entre la représentation et la nation. Or, le président sortant, Emmanuel Macron, n'a pas mené une présidentielle. Sous l'empire de la peur, de la guerre en Ukraine et de la Covid, il a dit aux Français, tout est instable, je suis le seul à pouvoir faire face. Ce n'est pas un projet. Comme ce n'était pas un projet aux législatives, il n'a pas pu dire donnez-moi une majorité pour gouverner. Et donc, il n'a pas mené campagne. Il n'a pas eu de majorité. Et en dépit de ça, il a gouverné comme s'il avait une majorité en recourant au 49-3. Après les européennes, progression du RN, il dissout et nous sommes dans la même instabilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour les analystes? Ça veut dire que la crise qui est la nôtre depuis 3 décennies, c'est que privés de souveraineté nationale, les institutions ne peuvent pas jouer leur rôle de lien entre l'État et la nation parce que l'État accompagne des gouvernances post-nationales néolibérales de l'Union européenne. Mais alors, Stéphane Rosès, pardon, excusez-moi, mais est-ce que j'ai envie de dire, c'est pas la première fois que ça arrive que un président de la République se fasse élire sur un programme qui est moi ou le chaos, c'est-à-dire qu'on peut penser par exemple à Jacques Chirac en 2002 pour qui c'est le cas, même d'un autre côté, en soi, François Mitterrand avait aussi sorti cette rhétorique en 88. Bah, quelque part, c'est pas non plus la première fois qu'on arrive à un tel discours. Même en 2017, Emmanuel Macron est certes théoriquement porteur d'un projet, mais est élu surtout plus contre Marine Le Pen que pour son propre projet. Quelque part, est-ce que c'est pas quelque chose qui s'institutionnalise ? Non, je ne crois pas. J'ai travaillé lors de 5 présidentielles pour 16 présidentiables. J'ai travaillé pour 3 présidents de la République. Dès le début de la présidentielle, j'ai indiqué que celle-là ne répondait pas aux critères habituels. Au premier tour, on se dispute sur un projet. Au deuxième, on se rassemble. Il y a des séquences. Il y a toujours eu des discours. Vous avez raison, moi ou le chaos. Là, c'était central. Et donc, si vous voulez, la séquence que nous connaissons depuis, la longue, elle n'est que l'expression de ce dérèglement initial. C'est pour ça que, dans un entretien au Figaro, effectivement, j'ai également indiqué que seule une présidentielle permettait de réaligner la présidence, le Parlement et la nation, et que sinon, ce serait du rafistolage. Et les gouvernements ont été pris dans la terrible alternative, soit ne rien faire, soit être renversé. C'est ce qui se passe, et la France continue à s'enliser. Et alors, Guylain Benessa, une question pour vous maintenant. Stéphane Rosès parle d'élection présidentielle. Là, il y a évidemment quelque chose qui va être requis, notamment par le Rassemblement national et une bonne partie de la droite aussi. C'est une dissolution de l'Assemblée nationale. En 2024, on a l'impression que la seule décision, on va dire, démocratique qu'ait pu prendre Emmanuel Macron dans l'intégralité de ces 7 années au pouvoir, c'était précisément cette idée de dissoudre l'Assemblée nationale après les élections européennes.
un an et quelques après, on a l'impression que même cette décision démocratique, finalement, en fait, a fait plus plonger le pays dans une forme de... alors, j'aime pas le mot de chaos, mais le mot en tout cas de, on va dire, d'instabilité ou d'ingouvernabilité de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a, enfin, il y a une autre issue que l'élection présidentielle, justement, selon vous? Non, alors pour être clair, non, il n'y a pas d'autre issue. Vous savez, le problème, il est je ne veux pas faire d'histoire ce matin, on est sur le corps nu et ce qui se joue. Le problème, il est simple, c'est que nous avons, enfin nous, il y a un caractère frelaté, des institutions depuis très longtemps, en fait. Depuis une quarantaine d'années, on joue avec des règles dont on ne respecte plus l'esprit qui les guide. Résultat des courses, petit à petit, on descend une marche. Donc c'est l'esprit de l'escalier à rebours, quoi. On descend et on finit à la cave et un jour, à mon avis, on sera au 3e sous-sol. En fait, le problème, il est simple, c'est qu'il y a énormément, il y a une constellation de problèmes. Premièrement, quand vous pratiquez la Ve République, vous êtes obligé de vous rappeler que théoriquement, un président qui dissout et qui perd doit partir. Évidemment, on l'a oublié parce que la cohabitation s'est installée dans les années 80-90, donc on s'est dit finalement, c'est une solution comme une autre pour partager un peu le pouvoir. Le problème, c'est que ce n'est pas le modus operandi de la Constitution, première chose. C'est le contraire de ce que pensait De Gaulle lorsqu'il a rédigé et lorsqu'il a pensé notamment l'élection du président au suffrage universel direct, premièrement. Deuxièmement, pour des raisons plus conjoncturelles, on va dire, l'année dernière, Emmanuel Macron a tiré un coup de pistolet qui s'appelait la dissolution. Il appelait à une grande clarification. On a eu la grande confusion, il n'en a pas tiré les leçons. On va quand même pas, alors je ne suis pas le conseiller d'Emmanuel Macron, mais tout de même, on ne peut pas rejouer le même match tous les ans à l'aune d'un pouvoir de dissolution qu'il retrouve. Sinon, je vais vous répondre, Alexandre, on peut redissoudre l'année prochaine, on peut redissoudre dans 2 ans, on peut redissoudre dans 10 ans. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Il a appelé à la clarification, il a dissous. La dissolution a prononcé, a donné un résultat exactement inverse à celui qu'il souhaitait. À un moment, il faut en tirer les conséquences. Troisièmement, dans la situation que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je parlais tout à l'heure de cohabitation. Emmanuel Macron a trouvé un nouveau jeu qu'il pratique depuis 1 an et demi, c'est devine qui vient ne pas cohabiter. C'est-à-dire qu'il trouve des modalités pour éviter toute forme de cohabitation, puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Résultat des courses, il n'appelle ni le camp du nouveau Front populaire, ni le camp du Rassemblement national, et il rafistole avec ceux qui, plus ou moins dans le bloc central ou alliés au bloc central, sont désireux ou acceptent de venir à Matignon. Et en fonction de ça, on bricole petit à petit des solutions. Donc on a eu Michel Barnier venu des Républicains, on a eu François Bayrou qui rêvait d'être Premier ministre depuis environ 40 ans Oui. et qu'il est enfin devenu grâce au chaos. Et on a maintenant Sébastien Lecornu qui est l'un des fidèles de la Macronie qui ramène avec lui d'autres fidèles comme Bruno Le Maire. Et Ce alors, qui veut dire que évoquons justement que ces premiers ministres, parce que enfin, vous avez raison, c'est un sujet central, mais concrètement, là, vous voyez, il y en a 2, potentiellement 3, qui pensent à se présenter en 2027, donc Gabriel Attal, Édouard Philippe, éventuellement François Bayrou, qui a toujours dit qu'il y pensait, parce que pourquoi pas après tout. Concrètement, est-ce que vous pensez que ce genre de séquence d'échecs, surtout à Gabriel Attal et Édouard Philippe, leur profite politiquement, dans le sens où on pourrait se dire que ils peuvent se détacher d'autant plus de la Macronie, ou alors est-ce que vous pensez que quelque part la honte qui jaillit sur, en tout cas l'échec qui jaillit sur la Macronie va aussi rejaillir sur eux? Ben, c'est ça, au fond, c'est ça, effectivement, à très court terme, le sujet pour Bruno Retailleau. À la fois, il souhaite peser sur le cours des choses, et à la fois, la présence de Bruno Le Maire, qui passe pour le responsable de la dette, alors que le bloc central a comme élément commun une politique de l'offre, et la présence de Roland Lescure, connu pour des prises de position favorables à l'immigration, apparaissent effectivement comme une provocation telle que on peut même se demander si l'analyse d'Emmanuel Macron n'est pas de toute façon qu'il faut en passer par une dissolution, et qu'il a fait un gouvernement de oui. sorte de dire le responsable de la nouvelle dissolution, c'est pas moi, c'est les LR. Mais on voit bien, c'est une politique à la Néron, parce que vous l'avez dit,
le macronisme, dans sa version initiale, est mort depuis un certain temps. Et s'il restait, c'était la politique de l'offre. Or là, le signal symbolique de la présence de Bruno Le Maire, dont on ne connaît pas les compétences en matière de défense particulière, c'est un signal tel que soit le président Macron est absolument hors sol, soit c'est volontaire et il veut faire reposer sur d'autres l'échec du moment actuel. Et alors, on ne connaît pas la compétence de Bruno Le Maire dans les armées, c'est vrai, on connaît seulement son incompétence en économie. Stéphane Rosès, je rappelle donc pour les auditeurs qui nous rejoindraient que vous êtes avec nous, vous êtes politologue et auteur de Chaos, les essais sur l'imaginaire des peuples, et je suis également avec Guilain Benessa, et dans une dizaine de minutes, nous serons rejoints par Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national, qui évoquera ce sujet avec vous, Guilain Benessa et Stéphane Rosès, entre autres. Oui, alors Guilherme Bédessa, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez, parce que c'est un peu ce que vous disiez Stéphane Rosès, c'est que on comprend que selon vous, c'est Emmanuel Macron qui est en tout cas à la manœuvre derrière cette nomination de Lecornu et derrière aussi quelque part le retour de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a annoncé il y a 13 jours qu'il ne reviendrait jamais au gouvernement. Est-ce que vous pensez, Guilherme Bédessa, que Emmanuel Macron s'est vraiment impliqué dans la constitution de ce gouvernement, ou alors qu'il est en train vraiment de jeter ça par-dessus l'épaule en se disant moi je m'occupe des affaires internationales, je nomme les types en qui j'ai confiance, je les laisse échouer, réussir, moi de toute façon ça m'importe assez peu. On a l'impression qu'Emmanuel Macron s'applique quand même très très peu dans la politique nationale depuis quelques mois. Écoutez, je n'aime personnellement, vous savez, je suis avocat constitutionnaliste de formation, je n'aime pas tellement les options, comment dire, psychanalytiques. C'est pas tellement ma tasse de thé. Mais en réalité, quand même, je suis obligé d'admettre, et encore une fois, c'est pas mon option première, pas ma grille de lecture, que depuis la dissolution d'Emmanuel Macron, et Stéphane Rosès parlait de Néron tout à l'heure, je me demande ce qui habite Macron, sauf un goût pour les ruines. Vraiment. C'est-à-dire, je me demande ce qu'il restera à l'aune de 2 mandats dans les conditions dans lesquelles il va laisser la France. Alors, je ne parle même pas des institutions, parce que là, on atteint un summum, mais il y a quelque chose de terrifiant, je trouve, de constater qu'il s'accroche en poursuivant une politique du pire avec les mêmes depuis longtemps. Parce que ça veut dire que, vous savez, le discours qu'on entend, fort logiquement d'ailleurs, c'est toujours les mêmes, hein, qui fait un petit peu, comment dire, bistrot PMU. On ne peut pas reprocher à qui que ce soit de le tenir aujourd'hui, parce qu'on a littéralement les mêmes que dans le gouvernement d'avant. Donc on se demande bien ce qui change d'un gouvernement à un autre. Ça devient presque une farce, en fait. Maintenant, plus profondément, quant à savoir si Emmanuel Macron est à la manœuvre, Emmanuel Macron, ça fait 1 an et demi qu'il n'est plus dans la France, on va dire, il n'est plus en France. Il passe de capitale en capitale, il œuvre dans des sommets, il souhaite mener la guerre en Ukraine, il s'implique dans la reconnaissance de l'État palestinien, 3 semaines avant que Donald Trump tente de trouver d'ailleurs un terrain d'entente et voir un plan de paix à Gaza. Enfin, en tout cas, on en discute actuellement. Il y a quelque chose d'Emmanuel Macron d'une fuite. Alors, on dit traditionnellement, vous vous rappelez qu'en cohabitation, selon la grille de répartition constitutionnelle, que le président a la charge des affaires étrangères et qu'il reviendrait au gouvernement de s'occuper de la France. Là, cette grille de lecture est pas fausse, sauf que nous ne sommes pas en cohabitation, et sauf qu'Emmanuel Macron, effectivement, est-ce qu'il s'implique ou non? Moi, je vous répondrai, c'est très simple. On entend depuis hier, donc Bruno Le Maire, qui avait juré de ne plus revenir, revient. Aux armées, parce que semble-t-il, sur l'économie, il était l'homme qui ne savait pas dire non Emmanuel Macron, donc l'homme qui a patiemment occulté les chiffres désastreux de l'économie française, et donc le Mozart de la finance, comme on appelait Emmanuel Macron, rappelle ces hommes libres, ceux qui ont tenu avec lui, ou plutôt ne pas tenu avec lui, la Maison France pendant le Covid. Donc, si vous voulez, il est en même temps en retrait, mais en même temps, il n'a que des fidèles. Il n'est en même temps plus là, mais Lecornu, Bruno Le Maire ou Elisabeth Borne sont quand même des gens de la Macronie. Ce qui veut dire que, en même temps qu'Emmanuel Macron a l'air d'être fantomatique, il a en même temps un gouvernement qui lui ressemble, mais en même temps, et là je rejoins Stéphane Rosès, je pense qu'Emmanuel Macron a la dernière porte, s'il en reste une, c'est de dire que ce sera la faute de quelqu'un d'autre que lui, donc soit rejeter la faute sur l'instabilité parlementaire dont il est à l'origine, rejeter la faute sur LFI et le RN qui montent
par sa faute et rejeter la faute sur un gouvernement LR, alors même que c'est lui qui compose le gouvernement avec le Premier ministre. Donc moi, je pense, à mon avis, que la ficelle est tellement grosse que ça ne peut pas tenir plus longtemps, mais tant que tous les oppositions et tous les autres ne réclament pas sa démission, constitutionnellement, il est encore en place pour 2 ans sans qu'on puisse réellement le déloger. Donc c'est ce jeu de gain de temps qui devient en même temps un suicide collectif pour la France qui m'inquiète beaucoup eu égard, malheureusement, à la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. Stéphane Rosès, sur ce sujet et peut-être aussi sur la question de on a l'impression que la seule la seule modification qu'il y a eu réellement depuis hier, c'est pas la rupture comme le demandait le Rassemblement national, c'est la rupture interne au bloc central, et où on voit par exemple l'UDI quand même, qui est quand même le centre droit historique, qui veut se retirer même qui demande à se retirer du socle commun. Donc peut-être sur justement cette dissolution, on va dire, du bloc central, et sur la possibilité d'agir en fait sur l'année et demie qui reste pour Emmanuel Macron. La France ne va pas pouvoir attendre, c'est impossible. Et là où Emmanuel Macron fait preuve de naïveté, c'est de croire qu'il puisse avoir une crédibilité internationale, alors que dans le moment actuel, avec les guerres hybrides, la puissance des nations partant de pair comme partant de guerre résulte de 2 choses. La cohérence entre les institutions et l'imaginaire d'un peuple, et la force du lien entre gouvernants et gouvernés. Comment peut-on être crédible au plan international auprès des dirigeants internationaux quand déjà chez soi, on n'arrive pas à être légitime? Le président Macron est légal, bien sûr, mais la légitimité veut dire le consentement de la nation. La légitimité, c'est à la fois la légalité. Évidemment, Emmanuel Macron n'est pas un usurpateur, un dictateur, mais il faut qu'il y ait un consentement de la nation. Non seulement il n'y a pas consentement de la nation, mais il n'y a pas consentement de la représentation nationale dans les conditions très particulières où la plupart des députés n'ont pas été élus au second tour sur leur projet, mais sur une alliance électorale contre le RN. Et donc, c'est très étonnant que le président Macron puisse penser une seconde pouvoir se déployer et appeler à la mobilisation matérielle et morale des Français, par exemple à propos de la guerre en Ukraine, sans comprendre à quel point ces paroles sont vaines et peu crédible, parce que l'essentiel, c'est son lien avec la nation. C'est pas du mécano, la politique. La politique, en France, c'est ce qui nous tient ensemble depuis des siècles, et c'est du coup des cohérences fortes. Et nous avons des gouvernants économicistes, technicistes, qui n'ont pas compris la nature profonde du politique, qui n'ont pas compris l'histoire de France et ce qui agit le peuple français. Oui, on a l'impression en fait finalement de se retrouver avec les gestionnaires, enfin en tout cas des personnes qui ont la même mentalité de gestionnaire qu'il y a 20 ans, alors qu'en fait finalement c'est un sujet dont on pourra peut-être parler un petit peu plus tard, c'est que finalement il y a quand même d'autres crises qui commencent à surgir, qui sont autres que les crises qu'on pouvait connaître dans les années 90 ou les années 2000. Vous restez avec nous, Stéphane Rosès et Guylain Bénessin, parce que tout de suite on va avoir l'honneur de recevoir Thierry Mariani, qui entre à l'instant dans le studio. Donc restez avec nous, on vous rejoint tout très vite. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face.
Alors, nous revenons avec Guilain Benessa et Stéphane Rosès et donc Thierry Mariani. Thierry Mariani, donc, on vous a pas encore entendu ce matin sur la question du nouveau gouvernement. Peut-être qu'on peut l'aborder sous un premier angle qui est que la question de la participation des LR et de la manière dont vous les voyez. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites LR et macroniste, c'est exactement la même chose? Oui, les élites d'LR sont macronistes. Qu'est-ce qui s'est passé hier, d'après les informations qui me sont parvenues? J'ai 42 ans dans ce parti, donc j'ai encore quelques relations. Quelques huiles, ouais. Voilà. Il y a eu une réunion avec, maintenant, comme on dit, une trentaine de chapeaux à plumes. Il y a M. Vauquier qui a défendu une ligne qui est très claire, M. Retailleau une autre. N'oubliez pas aussi Gérard Larcher qui, dans ce parti, continue à avoir un poids très important quand il y a ce genre de réunion restreinte, parce qu'on nous dit à chaque fois, nous disait Gérard Larcher, c'est le deuxième personnage de l'État, c'est important, il faut l'écouter. Il est évident qu'en réalité, dans un cercle fermé, ils n'ont pas vu, à mon avis, la réaction que cela allait déclencher. Voilà. Et Ils sont auto-intoxiqués quelque part. Oui, j'allais dire, quand les notables sont déconnectés de la réalité de base. Alors, la base du militant DLR, c'est qu'il n'a aucune envie de faire un accord avec Macron et qu'ils ont l'impression que, c'est pas qu'une impression, d'ailleurs, c'est la réalité, que LR sert de béquille. Et juste en sortant de cette réunion, spontanément, ou peut-être attisé par Laurent Wauquiez, qui est aussi un habile manœuvrier quand il le veut, ça a été un tollé chez tous les responsables DLR. Voilà. Après, maintenant, on apprend, et je vais en arrêter là, que c'est parce qu'il y avait Bruno Le Maire. Soyons sérieux, j'ai aucune envie de défendre Bruno Le Maire, son bilan est calamiteux. Mais on en fait le bouc émissaire facile. Voilà, en réalité, quand on lit les 6 ou 7 ministres annoncés, c'est les mêmes. Il n'y en a pas un... si, il y a M. Lescure, mais c'est un revenant, il était ministre avant. Donc, en réalité, les militants LR, comme les Français, se sont dit, oui, la rupture, c'est les mêmes. Voilà. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui reste de ce gouvernement et comment ça va évoluer. Et alors, je reviens vers vous, donc Stéphane Rosès, Guilain Benessa, pour qui voudra prendre la parole. Mais est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'on a une forme de confusion totale, effectivement, pareil, entre justement le groupe Ensemble et les Républicains, parce que ça fait maintenant plus d'un an qu'ils gouvernent tout à fait main dans la main. Est-ce que aujourd'hui les Français sont capables de voir vraiment la différence qu'il y a entre Gabriel Attal, Édouard Philippe et Bruno Retailleau en termes de propositions? Disons que Bruno Retailleau se distingue sans doute sur les questions régaliennes, l'immigration, les questions au fond de qu'est-ce que la France. Et on l'a vu sur les dossiers de délinquance, d'immigration, de visa, notamment avec l'Algérie, notamment avec les OQTF et Boualem Sansal et Christophe Glaise. Donc Bruno Retailleau se distingue de ce point de vue-là. Voilà. Il s'est suffisamment exprimé publiquement en dissonance pour que ça soit un acquis. Maintenant, avec Bruno Le Maire et Roland Lescure, sa participation, je dirais, nuirait s'il avait un peu acquis en termes d'image personnelle et politique. Thierry Mariani, justement, est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau, lui, se distingue? Par exemple, on voit que Gabriel Attal essaie de se distinguer d'Emmanuel Macron, que Édouard Philippe, ça fait quelques années qu'il s'est détaché d'Emmanuel Macron, que Bruno Retailleau, maintenant, tout en étant dans le gouvernement, souhaite se détacher d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il existe réellement des différences entre ces trois-là, ou est-ce que, encore une fois, vous placez un signe égal? Non, je mets Retailleau légèrement différent, mais légèrement différent. Dans ce cas-là, pourquoi il est allé dans cette galère, j'ai envie de dire. Voilà, le bilan de Retailleau, je suis désolé, dans ce gouvernement, notamment, par exemple, on parlait des OQTF, où il est quasiment identique au bilan des ministres précédents. On a eu toute une série de déclarations qui plaisaient sur l'Algérie, les relations avec ce pays et sur d'autres sujets. Et en réalité, M. Retailleau a surtout été un ministre de la parole. Vous savez,
la phrase désormais favorite pour un ministre du gouvernement Macron, c'est « je condamne ». Voilà, une fois que vous avez dit ça, je condamne et vous mettez la suite et puis il n'y a rien après. Sur ses convictions, je suis sûr qu'effectivement, il n'a rien à voir avec M. Macron et cette majorité. Dans les actes, le problème, c'est qu'il s'est compromis, j'allais dire, en participant à ce gouvernement. Or, à mon avis, si les militants hier des LR se sont mis à hurler, c'est que ce gouvernement ne pouvait tenir que grâce aux LR. Donc c'est quand même aujourd'hui une situation où ce sera difficile pour les LR, quels qu'ils soient, y compris pour M. Retailleau, d'expliquer que ce ont été des opposants acharnés à M. Macron. Guilain Bédessa, concrètement, Bruno Retailleau, c'est quand même celui qui se présente comme étant par excellence l'homme politique traditionnel de la Ve République, qui explique vouloir défendre les institutions de la Ve République. Concrètement, est-ce que vous portez également un regard... on va dire, quel regard en fait vous portez sur lui? Est-ce que c'est un regard très critique ou alors est-ce que vous pensez que c'est peut-être quelqu'un qui justement a ce mérite de conserver l'aspect institutionnel? Écoutez, moi je pense qu'il faut quand même dézoomer parce que je suis persuadé que Bruno Retailleau s'est forgé une sorte de réputation avec le ministère du Verbe. Thierry Mariani a raison, c'est peut-être que du verbe, mais il y a eu du verbe. On va dire qu'on retiendra cela. Maintenant, dézoomons un peu. L'appel de Cochin de Jacques Chirac sur l'Europe est de 1978 de mémoire. Ce qui veut dire que depuis 47 ans, je rappelle 47 ans, que les LR, ex-UMP, ex-RPR, racontent exactement le contraire de ce qu'ils racontaient il y a 47 ans. Le contraire. Donc Bruno Retailleau fait partie d'une famille politique qui de toute façon a lâché les rives de ce qui constituait le socle même du RPR il y a longtemps, à l'époque où, je le rappelle, la droite avait encore des militants. Aujourd'hui, les Républicains, c'est un parti de notables. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons, vous savez ce qu'on disait à l'époque de l'UDF par rapport au RPR? On disait le RPR a des militants, l'UDF a les notables. On avait la bourgeoisie d'un côté et on avait le métro de l'autre côté. Je vais un peu vite, mais l'idée était là. Je crois que même que le terme était de Malraux, me semble-t-il, à l'origine. Aujourd'hui, nous avons exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'UMP est un parti de notables, les LR. Le RN est un parti de militants et la chose s'est complètement renversée. Ce qui veut dire que, d'une part, je pense profondément qu'aux yeux des Français, Bruno Retailleau n'est rien d'autre que démonétisé par sa participation à un gouvernement fantomatique depuis maintenant un bout de temps. Je veux dire, je commentais, je crois, chez vous notamment il y a 1 an, la chute de Michel Barnier dans quasiment les mêmes termes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne comprends pas, je ne suis pas son conseiller personnel, je ne comprends pas l'intérêt pour Bruno Retailleau d'être affilié à la radioactivité d'un macronisme en fin de carrière. Je ne comprends pas ce que ça signifie. Je pense, quoi qu'il en soit, qu'il y perdra personnellement des plumes, vraiment. Mais beaucoup plus lourdement que ça, je pense depuis très longtemps que les LR sont destinés à devenir une force d'appoint, c'est-à-dire à faire 3, 4, 5, 6%, 7%, à côté d'un RN montant, et je dis ça depuis longtemps, qui est amené à faire 25, 30, 35, c'est-à-dire d'être un supplétif de ce que le RN constitue aujourd'hui, c'est-à-dire une force plus ou moins de droite, mais en tout cas, on va dire populiste dans ma bouche. Mais Thierry Mariani l'aura compris, c'est loin d'être un épouvantable adjectif qualificatif. Au contraire, le RPR était populiste au temps où il faisait 30%, il ne l'est plus au temps où il fait 5%, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire que de toute façon, les hommes comme Bruno Retailleau n'ont pas le choix. Soit ils comprennent qu'ils n'ont plus rien à faire dans la maison et un jour ou l'autre, il faut qu'ils trouvent une autre maison, parce que je ne vois pas quel est l'avenir au sein des LR, si ce n'est à rester dans le macronisme. Et je terminerai avec ça, parce que je fais le lien avec notre sujet de tout à l'heure. Emmanuel Macron, Stéphane Rosès disait, ne se pose plus tellement la question de la légitimité. C'est-à-dire qu'il n'est pas un affreux dictateur, mais il n'est plus vraiment légitime. Mais pour moi, c'est très simple. Si vous êtes sous la matrice de l'Union européenne, vous faites partie d'une élite qui n'en a plus rien à faire de la légitimité depuis longtemps. Depuis les années 50, l'Europe s'est construite sans légitimité. Ça n'a jamais été sa question. Sa question, c'est de fabriquer un système plus ou moins légal. Et je pense qu'aujourd'hui, Macron et les autres restent en place parce qu'ils pensent être légaux. Par contre, ils ont franchi les rives de la légitimité depuis si longtemps qu'ils ont même oublié la puissance que constitue la légitimité, sans laquelle il n'y a ni politique, ni Ve République, ni présidentielle qui puisse, tenir. Si cette équation n'est pas rétablie, c'est simplement la fin des institutions par la faute des responsables mêmes qui auront apporté la corruption
jusqu'à la fin. Thierry Mariani, vous étiez il y a maintenant quelques décennies toujours vous étiez au sein justement de ce groupe d'ancienne droite, on va dire, de droite d'avant. Est-ce que déjà, comme le disait Guilain Benessa, le RPR était populiste? Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est devenu plus qu'un parti notable? Est-ce que vous partagez finalement l'analyse qu'en a fait Guilain Benessa? À 100%, ça fait 2-3 ans que je dis les Républicains sont en train de devenir l'UDF finissant. L'UDF finissant, c'était quoi? C'était un bon réseau de notables. Des gens en général qui faisaient bien, qui géraient bien leur commune ou leur région, mais qui petit à petit ont disparu et se sont éclatés désormais en plusieurs formations, le MoDem, etc., au niveau national. Je pense qu'il n'y a plus de colonne vertébrale chez les Républicains, voilà. Ou il y en a plusieurs, c'est peut-être ça le problème aussi. C'est-à-dire qu'on voit on a l'impression qu'il y a autant de lignes chez LR que de chapeaux à plumes de LR. Oui, mais il y a surtout... cet épisode démontre quoi? Cet épisode, ne l'oubliez pas quand même, Bruno Retailleau vient du Sénat. Il n'a jamais été à l'Assemblée nationale. Il vient du Sénat. Je répète, l'un des personnages très importants dont on ne parle pas très souvent, c'est le président du Sénat. Et en réalité... Ces gens-là sont vraiment encore plus, je pense, que les députés, ne sont pas connectés avec la réalité. Voilà. Et donc, je crois que... C'est vrai qu'ils n'ont pas de militants, c'est ce que expliquait Guilain Benessa, mais c'est vrai que les Républicains, vous voyez, par exemple, exemple tout bête, mais chez les jeunes, ils réalisent 1% des intentions de vote, par exemple chez les 18-24 ans. Et si aujourd'hui vous voulez prendre la carte d'un parti politique, pourquoi vous iriez aux Républicains? Qu'est-ce que vous défendez? Voilà. Et puis en plus, vous avez des gens qui sont à géométrie variable. Par exemple, Rachida Dati. Rachida Dati, elle est où aujourd'hui? Elle a dit qu'elle voulait rester dans le gouvernement. Oui, elle veut rester dans le gouvernement, elle veut rester aussi aux Républicains. C'est-à-dire qu'à la fois, elle demande l'investiture pour Paris des Républicains, et puis, par exemple, aux dernières européennes, elle soutient Mme Valérie Hayé et pas le tête de liste des Républicains. Et là, elle vient de dire en clair que M. Retailleau et les Républicains devaient rester dans le gouvernement. Donc ce parti n'a plus d'identité. Il a simplement une collection d'ambitions qui gère, comme cela a été dit à juste titre, le ministère du Verbe. Mais un parti politique, c'est avant tout une idée claire et un programme clair. Or, quelle est la ligne politique aujourd'hui des Républicains? Je vous mets au défi de la définir. Voilà, on essaye de rester au gouvernement parce qu'on veut montrer qu'on est responsable et on ne veut pas créer de crise. Sous-entendu, les autres sont des irresponsables. Mais en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de ligne politique. Il y a encore 2 ou 3 ambitions qui s'entrechoquent. Et ça nous a donné la réunion d'hier où M. Wauquiez et M. Retailleau, visiblement, n'étaient pas sur la même ligne. Stéphane Rosès, il nous reste 2 minutes. C'est vous qui aurez le mot de la fin. Est-ce que vous aussi... est-ce que, en fait, finalement, les Républicains sont aussi moribonds que Guilain Benessa ou Thierry Mariani le disent, en ce sens que peut-être... on n'oublie pas que Bruno Retailleau est tout de même crédité à plus de 10 jusqu'à 14% finalement dans les sondages. Et est-ce que vous pensez qu'ils ont quelque part encore un espoir de survie? Bruno Retailleau existe, il est crédité d'un tout petit peu moins dans les dernières études, mais il faut comprendre que la nation se redispose dans ses profondeurs sur la question de la souveraineté. Et qui ne donne pas une réponse à cette question, qui l'élude, comme ça a été dit, est amené peu à peu à se restreindre. Donc, en France comme ailleurs, au fond, selon moi, le débat va se faire, soit retour de la souveraineté nationale, démocratique, soit identitarisme, nationalisme et chaos. C'est selon moi la ligne qui travaille en profondeur la nation dans la dernière période. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin, Stéphane Rosès. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que ce n'est pas le gouvernement actuel qui répondra à toutes ces questions. Merci beaucoup, Stéphane Rosès. Merci beaucoup, Guilain Benessa. Merci beaucoup, Thierry Mariani, d'avoir été avec nous.